Donc, on avait vu qu'un mouvement uniformément accéléré, c'était un mouvement où l'accélération était une constante. Si je me souviens bien, je vais donner un petit nom ou pas? Je l'ai appelé à 0, ouais, c'est ça. Et ce que je vous avais dit, c'est qu'en fait, comme A0 était un vecteur constant, alors vous avez toujours deux choix. Vous avez appris ce truc-là au lycée, d'accord? Mouvement uniformément accéléré. Et en général, ce que vous avez fait au lycée, c'est que vous avez d'abord projeté sur les diverses directions et ensuite vous avez intégré direction par direction. Si, le mouvement parabolique dans un champ de gravitation uniforme, vous avez, oui, vous avez peut-être un peu option physique, mais pour celles et ceux qui ont fait option physique, vous avez croisé ça, d'accord? En fait, il existe une méthode un peu plus rapide qui consiste simplement à faire les deux intégrations en utilisant les vecteurs. On se rend compte que vous avez que des vecteurs constants. Et donc, grosso modo, ce qu'on avait vu, c'est que ça donnait en fait VT, ou pas VT, pas du tout, A0T, pardon, plus un vecteur constant. D'accord? Et ce vecteur constant, en fait, c'est tout simplement V0, qui est la vitesse que vous avez à t égale 0. Ça marche, hein, quand vous remplacez t égale 0, vous avez bien v égale v0, pas de problème. Donc c'est la même façon que pour les conditions initiales d'une équation différentielle, hein, ça se passe bien. Et que le vecteur OM étant une primitive du vecteur v, eh bien en fait, vous trouvez tout simplement le vecteur A0 qui est toujours une constante, la primitive de t qui est t carré sur 2. Ici, vous avez un vecteur constant, donc qui s'intègre tout simplement en V0 fois t. Et vous dites que plus une constante, d'accord, plus un vecteur constant. Et comme at égale 0, OM est égal à OM0, bah, vous mettez tout simplement plus OM0. Alors, je ne sais pas si j'avais mis OM0 comme ça, ou OM de 0. Voilà. Alors, petite remarque, ça, d'une certaine façon, c'est assez efficace. Donc, c'est très efficace d'un point de vue calculatoire et d'un point de vue intégration. Par contre, c'est pas terrible parce que vous n'avez aucune idée de la trajectoire, ni même des équations horaires. Et c'est là où en fait on va. Mais ce qui est normal parce qu'on n'a même pas défini de repère. Donc je vous rappelle que équation horaire, ça serait peut-être pas mal d'avoir. Je vous rappelle, c'est l'expression des coordonnées en fonction du temps. Donc si vous n'avez pas de repère, bah, les coordonnées, vous n'en avez pas. D'accord? Et la trajectoire, c'est quand même un peu mieux d'avoir aussi des coordonnées pour pouvoir simplement la tracer. Donc, vous savez, si vous reconnaissez ce truc-là, vous savez que vous va trouver une trajectoire parabolique ou au minimum une parabole dégénérée, d'accord, ça va une demi-droite. Et on va regarder comment ça se passe. Le but du jeu, en fait, dans le choix du repère, c'est ça qui va nous intéresser maintenant, c'est en fait de simplifier au maximum cette expression lorsque vous allez la projeter. D'accord? Donc, le vecteur central, donc l'idée déjà, c'est on n'a pas de raison majeure de choisir un mouvement circulaire, d'accord, d'avoir un truc qui tourne dans cette histoire-là. Il faut bien comprendre la physique du problème, vous avez un truc qui est accéléré toujours dans la même direction. Donc ça, en général, ça peut être une chute libre ou un truc qui est tiré en permanence par là, d'accord. Globalement, vous ne savez pas trop ce qui se passe. Et manifestement, il n'y a pas de centre privilégié dans ce mouvement. Donc autrement dit, un système de coordonnées polaires semble pas forcément adapté. En gros, de manière très générale, quand vous n'avez pas d'idée du système de coordonnées le plus adapté, vous prenez le plus simple, à savoir les coordonnées cartésiennes. D'accord? Donc, et là, ça va être d'autant plus vrai qu'on a des directions privilégiées. D'accord? Et que, grosso modo, on va pouvoir utiliser les choses. Donc, première direction privilégiée, c'est quoi dans ce problème-là? En fait, quel est le truc qui impose une direction à l'ensemble du problème? Ouais, c'est A0. D'accord? Donc on va faire un truc très simple. Donc on se place en cartésien. Avec. Alors déjà la première chose, c'est que je vais choisir EX collinéaire de même sens à A0. Alors en général on ne fait pas ça, en général on fait EZ dans l'autre sens pour que ça donne l'altitude, mais ça, il y a un truc dont je veux... j'ai un objectif sous-marin dans mon cours, c'est de vous supprimer de votre tête le fait que Z soit l'altitude. D'accord? Z, c'est Z. C'est tout. Ça peut être n'importe quoi. Et donc, en l'occurrence, je veux supprimer ça. Donc là, ça va être EX. Donc, je prends EX collinaire a le même sens que A0. D'accord? Donc, petite remarque. La conséquence, c'est donc que A0 va s'écrire tout simplement comme A0 EX. Un deuxième truc qui serait cool, c'est que la vitesse soit dans un plan simple à trouver. Or, vous voyez que la vitesse ici a une composante selon A0, donc là tout d'un coup ça va être une composante selon EX, et une autre composante selon un autre vecteur qui est V0. Alors faites attention, ces deux vecteurs sont pas forcément orthogonaux, par contre il n'y en a que deux, et donc ils sont au maximum coplanaires, d'accord? Ils peuvent être collinaires, d'accord? Voilà.
Mais a priori, on va donc choisir EY, tel que en fait A0, V0 et EY sont coplanaires. D'accord? S'ils sont collinéaires, vous avez juste un Y que vous prenez au pif, littéralement. D'accord? Donc on choisit EY tel que A0, V0 et EY soient coplanaires. Voilà le deuxième choix. Donc là, vous voyez que ça va être cool parce que ce truc-là s'exprime selon un seul vecteur unitaire. Ce truc-là s'exprime selon deux vecteurs unitaires, d'accord? Et celui-là, en fait, on va lui faire un sort différent. Parce que vous avez trois vecteurs, on pourrait se dire, bah tiens, on va faire en sorte de le mettre selon EZ, d'accord? Mais on va faire beaucoup mieux, parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas encore choisi. Bien sûr, il y a le troisième vecteur. Donc, vous voyez que, une fois que j'ai fait ça et ça, est-ce que je peux choisir EZ? Est-ce que je peux choisir librement? Bah non, Z c'est EX vecteur LY, donc c'est foutu, d'accord? Donc comment est-ce que. Donc là j'ai du EX, là j'ai du EX et de EY, on est d'accord là-dessus, hein, ça veut dire que V0 n'a pas de composante selon EZ. Comment est-ce que je fais pour me débarrasser de ce truc-là? Ouais. Effectivement, en fait, c'est l'origine qu'on va choisir, et on va choisir littéralement l'origine au début du mouvement. Et on va choisir que O égale M0, d'accord? Et O, tel que O est égal à M0. On est d'accord là-dessus? Alors, on va avoir quelques conséquences. La première, c'est que OM0 a le bon goût de valeur le vecteur nul, puisque c'est un peu fabriqué comme ça, d'accord? Et que, en fait, V0 va s'écrire comme V0x EX plus V0y EY. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Comme V0 est dans le plan EX et EY, ça signifie en particulier qu'il est perpendiculaire à EZ. Et donc, il n'a pas de composante selon EZ, puisque je vous rappelle que sa composante, c'est V0 scalaire EZ. C'est bon sur ce genre de raisonnement? Vous voyez comment ça marche? Et bien, en fait, une fois qu'on a fait ça, ça va nous permettre de réécrire pas mal de choses. Ceci permet de réécrire, et des choses que vous connaissez probablement déjà, que l'accélération vaut tout simplement A0EZ. Pas EZ, justement, EX. Voilà. Oui. Bah, on a choisi que V est dans le même plan que X et Y. Donc, c'est-à-dire qu'il est orthogonal à Z. D'accord? Pas besoin de t'en enlever, hein. C'est histoire. Donc, grosso modo, pas de composante selon Z. Donc, une composante selon X, que j'appelle V0X, une composante selon Y, que j'appelle V0Y. J'ai aucune idée de leur valeur, mais c'est ça. Voilà l'accélération. La vitesse, je vais pouvoir remplacer directement là-dedans. D'accord, cette histoire-là. Donc, je prends mon truc là-bas. Donc, j'ai A0t. Donc, vous voyez qu'en fait, je vais avoir A0, facteur de t, plus V0x, le tout facteur de EX. Donc, vous voyez que j'ai une composante de la vitesse qui est une fonction affine du temps. Et ensuite, tout simplement, ma composante selon Y de la vitesse. Ça, là, c'est un des trucs les plus importants du mouvement uniformément accéléré. Il y a une des composantes, la composante qui est perpendiculaire à l'accélération, qui est constante. Ce truc-là, c'est la raison pour laquelle, quand vous êtes dans une voiture et que vous faites tomber un objet, et ben, l'objet il se déplace en même temps que vous. D'accord? Vu de la route, l'objet suit une trajectoire parabolique. Vous subissez une translation. Et vous êtes toujours au même endroit dans ce truc-là. On est d'accord là-dessus? Ça, c'est un truc extrêmement important. Ça vient du fait que votre vitesse, le caractère, la vitesse, la composante perpendiculaire à l'accélération de la vitesse n'est pas touchée par l'accélération. Ce qui, si vous avez appris votre cours sur les vecteurs, est normal. Puisque un vecteur perpendiculaire au truc ne change pas la norme dans cette direction-là. Okay. Donc là, c'est un peu comme si votre vitesse était composée de deux vecteurs. Une vitesse qui est collinéaire à un vecteur qui est collinéaire à l'accélération qui va se faire étirer. D'accord? Avec le t ici. Et un vecteur qui serait orthogonal à l'accélération qui, lui, va strictement rien avoir au problème. Dernière chose, on va pouvoir exprimer le vecteur OM. D'accord? Et le vecteur OM, bah, je vais juste recopier tout ce truc-là là-bas. Donc vous voyez que j'ai un truc
truc qui va être A0 t carré sur 2 plus V0x fois t selon EX, on est d'accord? Et que je vais avoir tout simplement un V0y fois t selon EY. Donc j'ai juste primitivé les deux. Si vous avez des souvenirs du mouvement, enfin du mouvement dans un champ de gravitation uniforme que vous avez vu au lycée, on en retrouve exactement les mêmes termes. Ça c'était ce que vous appeliez Z probablement. Il y avait un I, il y avait un G, peut-être c'était moins G parce qu'on mettait Z vers le haut, enfin voilà, mais dans le principe c'est exactement la même chose, d'accord? Et ça c'était la composante que vous appelez X peut-être, ou Y, enfin voilà. Alors, ce qui m'intéresse, alors il y a énormément de choses à dire sur ce truc, moi j'ai pas y passé des siècles, vous avez des TD pour ça. Mais il y a quand même un truc que vous devez savoir, c'est comment on extrait X et Y. D'accord? Donc, on va voir si vous avez appris votre cours sur les coordonnées cartésiennes. Or, X égale... Oui. Bravo. X, c'est OM scalaire EX. C'est la définition de X. Donc, si je prends OM et que je fais scalaire EX, je retrouve quoi? Oui, je retrouve X, certes. Et là, je trouve quoi? Je trouve effectivement tout ce machin-là. D'accord? Ça va tout simplement A0 t carré sur 2 plus V0x fois t. D'accord? Autrement dit, dans la direction de l'accélération, votre composante a une dépendance temporelle qui est en carré. Globalement. Y par contre, ça va être quoi? Alors déjà, c'est par définition OM scalaire EY. Et si vous faites OM scalaire EY et que vous faites ça, vous avez tout le terme en EX qui disparaît. Et vous tombez tout simplement sur V0y fois t. Ce qui vous montre que selon X, vous avez, enfin selon Y, pardon, vous avez un mouvement uniforme comme ça, tranquille. Avancez doucement. Oui. Non, parce que OM0, ça vaut 0. On a choisi O de telle sorte que ce soit pas chiant. Petite remarque, si vous choisissez un autre système de coordonnées, vous pouvez avoir des expressions épouvantables. En particulier, vous pouvez avoir 3 composantes. Et vous n'arrivez pas à extraire. La trajectoire est plane, mais vous pouvez tout à fait décrire une trajectoire plane avec 3 composantes parce que vous n'avez pas vu. Et donc c'est horrible. D'accord? Alors, pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, vous voyez que ce truc-là a le bon goût d'être bijectif. Et donc que je peux extraire t de ça. Et donc je pourrais exprimer t en fonction de y et le réinjecter là-haut. D'accord? Et donc, je vais pouvoir écrire tout simplement que t, ça vaut y sur v0y. Et je vais pouvoir tout simplement dire que x, c'est égal à a0, facteur de y carré sur 2 v0y carré, plus v0x sur v0y fois y. Qui est la magnifique équation de parabole. D'accord? Sauf qu'elle n'est pas dans le bon sens. Je fais exprès de prendre des notations hyper pourries pour vous perturber le cerveau. D'accord, globalement. Donc ici, j'ai inversé x et y très nettement dans cette histoire, mais c'est absolument pas grave. D'accord? Oui, j'ai fait des bêtises. On est d'accord? Voilà. Donc, ceci signifie la chose suivante. Je vais quand même faire un dessin qui va vous rappeler des trucs, parce que quand même, sinon, je ne vais pas trop vous perturber. Donc, je mets x vers le bas, d'accord? Histoire que vous compreniez quelque chose, ok? Et y vers le haut. Vous voulez qu'on le fasse autrement? Moi, je peux bien le faire autrement. Oh, si, quoi, allez, je vais vous embêter un peu. Bon, allez, si je le fais comme ça. Quand même, histoire que ça vous rappelle des trucs. Donc, si je dessine mon graphique comme ça, l'accélération est comment? Collinéaire à x et de même sens. D'accord? Donc, effectivement, il n'y a pas de bas. Hein. Il n'y a pas de bas ici. Tant qu'il n'y a pas de g, il n'y a pas de bas. D'accord? Tant qu'il n'y a pas de gravitation, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Ouais. Voilà. Donc A0 est comme ça, d'accord? Et la question, c'est comment est V0? Donc V0, en fait, vous avez plusieurs choix possibles. Vous savez que V0 doit être dans le plan XY, ça c'est sûr. Mais vous pouvez avoir un V0 qui est par exemple comme ça. Ou vous pouvez avoir un V0 qui est a priori comme ça. J'ai pas mis de contraintes spécifiques sur EY.
Ça me semble pas utile, mais vous voyez que pour des questions de symétrie, on aurait pu fixer que V0Y est positif. Je peux choisir EY un peu dans le sens que je veux. Donc je peux choisir EY de telle sorte que V0Y soit positif. Si vous ne faites pas ce choix, c'est pas grave, mais ça sera juste des courbes qui seront symétriques par rapport à l'axe EX. Ok. Ensuite, vous avez une courbe parabolique. Oui. Il peut être n'importe où dans le plan X ou Y. D'accord? Donc je dessine deux cas particuliers dans cette histoire. Si V0 est comme ça, en fait, vous allez avoir une trajectoire parabolique qui est comme ceci. D'accord? Je vous rappelle que si vous regardez... Alors, on va regarder un peu les choses, en particulier X et Y. Vous voyez que X... Alors, vers quoi tend X quand t tend vers plus l'infini? Vers plus l'infini à 0 est positif. D'accord? Pareil, Y tend vers l'infini avec le signe de V0Y. D'accord? Donc, dans tous les cas, votre mobile, il va par là. X positif, Y positif. D'accord? Par contre, vous avez un truc relativement simple, c'est la composante V0x fois t. Au petit temps, qu'est-ce qui domine entre les deux? C'est V0x fois t parce que t carré va être négligeable devant t. Enfin voilà, c'est une histoire d'équivalent tel que vous avez fait en électrocinétique, c'est la même chose. Donc si V0x est positif, ça tombe bien, tout ceci est positif tout le temps, il n'y a pas de problème. Par contre, si V0x est négatif, vous allez avoir une domination ici, et donc x au départ va être négatif, puis ensuite va redevenir positif. C'est ce qu'on trouve ici physiquement, c'est le deuxième cas, vous avez en fait un truc comme ça, et vous allez en fait descendre comme ça. D'accord? Voilà. Donc vous avez des paraboles, la première c'est une parabole où vous ne voyez pas le maximum, puisque le maximum est avant le point de départ. La deuxième c'est une parabole où vous voyez le maximum ici, comme ça. Il y a un cas particulier, qui est le cas où V0 est comme ça. Ou pareil dans l'autre sens. Si vous faites ça, mais ça veut dire quoi sur les paramètres que je mette V0 collinaire à EX? Oui. Ça veut dire effectivement que V0 Y est nul, et donc vous voyez en fait que Y est nul en permanence. Et que cette extraction-là, vous ne pouvez pas la faire. On est d'accord? Donc ça, c'est pas extrêmement grave, parce qu'en fait, si Y est nul en permanence, vous vous retrouvez dans le cadre d'un mouvement qui est rectiligne. D'accord? Vous êtes tout le temps selon X, et vous avez ce qu'on appelle une parabole dégénérée, qui est tout simplement, en fait, une demi-droite, quoi. Donc soit comme ça, soit vous remontez, puis vous redescendez. C'est exactement ça, quoi. Ping, voilà. Ça tombe, quoi. Oui. C'est ça, exactement. Alors, on peut faire plein de trucs avec ça, en particulier se poser la question, par exemple, de quand est-ce que x atteint son extrémum. Pour ça, c'est pas très compliqué. Vous étudiez x en fonction du temps. Vous le dérivez. Et vous trouvez le moment où la dérivée s'annule. Vous voyez que si vous dérivez x par rapport au temps, qu'est-ce que vous trouvez? Si on dérive x par rapport au temps, on trouve x point, et x point, c'est quoi? C'est vx. D'accord? Donc en fait, x point, on l'a déjà là-bas. C'est ce truc-là. Et vous voyez que si V0x est positif, ce truc-là ne s'annule jamais. C'est la somme de deux termes positifs. Si au contraire V0x est négatif, ce truc-là va s'annuler. Autrement dit, votre vitesse selon x, elle va atteindre un extrémum, en l'occurrence un minimum, qui est nul. Globalement, en fait, votre vitesse va être par là, négative, puis ensuite, elle va atteindre le 0, et elle va repartir dans l'autre sens. Et ça vous raconte que x va d'abord décroître, puis croître, après être passé par un maximum. D'accord? Donc les coordonnées cartésiennes, de ce point de vue-là, vous simplifient grandement la vie, parce qu'en fait, vous avez non seulement toutes les équations horaires, mais également toutes leurs dérivées temporelles directement offertes quand même, puisque vous avez fait le boulot. Par rapport au calcul que vous avez fait l'année dernière, ce calcul-là est dans l'autre sens. On fait d'abord les deux intégrations de façon très simple avec des vecteurs, et ensuite on calque le repère dessus. Et une fois qu'on a calqué le repère dessus, en fait, ça va beaucoup plus vite pour extraire les diverses composantes à partir du moment où on connaît ces définitions des composantes des coordonnées cartésiennes. Pas grand-chose d'autre à raconter. Enfin, si, il y a énormément de choses à raconter sur le mouvement uniformément accéléré, mais vous croiserez ça en planche d'exo avec des exercices de portée, de machin, etc. etc. Là, il y a de quoi faire. On est au clair là-dessus? Si vous avez scanné la planche d'exo de mécanique un peu, vous avez toute une partie à la fin sur les mouvements dans un champ de pesanteur, avec frottement, sans frottement, en simulation numérique, en machin, la portée, là, vous en avez plein les doigts, là, il y a de quoi faire. Ouais.
c'est pour prouver que c'est une parabole. Et est-ce que ça veut dire si on veut connaître une coordonnée en fait? Vous pouvez, alors on peut faire plein de trucs, on peut calculer la portée par exemple. Calculer la portée, c'est calculer le moment où x vaut 0 une deuxième fois. On pose tout ça à 0 et on... Bah c'est pas on pose ça égale 0, c'est x égale 0, donc tu résous ça en y quoi. Comme c'est un polynôme du second degré. Donc là c'est pareil, on peut le faire très vite. Hein. Vous savez que quand y vaut 0, x vaut 0, ça c'est normal, on l'a choisi pour ça. Et vous pouvez vous demander, en fait, la portée c'est ça en fait, c'est en quelle valeur de x on atteint ce point-là. Donc la valeur de y plus exactement, on atteint ce point-là. On appelle la portée. Si vous voulez la portée, c'est pas très compliqué, vous avez à trouver les racines de ce polynôme-là. C'est cool parce qu'en fait, il n'y a pas de delta à faire dans cette histoire. Vous factorisez par y. Et en fait, ce que vous avez à résoudre, c'est a0 sur 2y fois y égale ça. Donc c'est simple, ça c'est 0 que si ce truc-là est négatif. D'accord. Donc s'il fait 0x, c'est négatif. Sinon, vous voyez que vous n'avez pas de portée, vous êtes directement en dessous. Vous pouvez avoir la portée, vous pouvez avoir la position de ça à chaque fois pour trouver ce qu'on appelle la parabole de sûreté. Enfin, il y a des millions d'exos sur le sujet. D'accord. Mais là, c'est juste le principe d'illustrer comment on pose un repère pour se simplifier la vie et exprimer les coordonnées. Fin du mouvement uniformément accéléré, il me reste à faire le mouvement le plus important, à savoir le mouvement circulaire. D'accord. Et donc c'est le petit 4, c'est ça. Petit 4, mouvement circulaire. Donc, ce paragraphe va avoir deux parties, le mouvement circulaire d'abord et le mouvement circulaire uniforme, donc qui est un cas particulier. Alors on y va. Pour un mouvement circulaire, donc c'est déjà un mouvement plan, d'accord? Qu'est-ce qu'on va choisir comme système de coordonnées? Des polaires, effectivement, directement, on ne se pose pas de questions. Alors, moi j'appelle ça des polaires prêtes à se cylindriser. Autrement dit, vous avez des polaires, mais vous vous interdisez pas d'avoir un vecteur EZ qui vaudra θ avec ER, vecteur L de θ, très discrètement. Donc, on décrit un mouvement circulaire de centre C par des polaires. Et il n'y a qu'une seule contrainte. Qu'est-ce qu'on doit choisir impérativement pour pas que ça fasse un truc complètement débile? De ce que le centre, ce que l'origine du repère soit le centre du cercle. D'accord? Parce que sinon vous avez des trucs pas beaux. Avec O est égal à C. D'accord? Oui, je sais, ça a l'air con. Alors, il existe des problèmes où on décrit ça avec O qui appartient au cercle, ça existe, mais c'est pas du tout le même, c'est pas du tout le même délire, d'accord? Donc en général, on fait un truc simple, pas compliqué. Donc grosso modo, vous avez votre point O ici, vous savez que votre trajectoire est circulaire, voilà. Bon. Oh, c'est pas si mal, pas trop pris de claque tout ça. Ça va, d'accord. Vous avez donc un point M ici, d'accord? Alors mon point M est mal placé comme d'habitude, voilà. Alors, petite remarque, quand vous avez un mouvement circulaire, vous devez décider d'une orientation de θ. D'accord? Donc, grosso modo, vous ne savez pas dans quel sens θ prend, et aussi vous devez décider d'une origine de θ. L'origine de θ peut toujours être prise de façon arbitraire. D'accord? Donc, en fait, ça revient à poser un axe EX, complètement au pif, quelque part, et à dire, bah, θ égale 0, c'est là. Donc là, j'ai posé un axe EX comme ça, d'accord? Qui ne me sert pas aux coordonnées polaires en tant que tel, mais qui va me servir de base de définition à mes divers grandeur. Donc, je définis θ ici, et j'ai un grand R ici qui est une constante. D'accord? Alors, on va voir si vous avez appris cette fois vos coordonnées polaires. ER, il est comment? Dans ce dessin. Ça, vous devez savoir faire ça sur le bout des doigts. Ouais. Il est collinaire à OM, mais vers l'extérieur, d'accord? Donc votre vecteur ER, il est comme ça. Puisque par définition, ça vaut le vecteur OM divisé par grand R. Ok? Le vecteur Eθ est dans quel sens? Vous n'avez pas le droit de vous planter. Il est effectivement orthogonal à ER. Il est vers le haut
ou vers le bas du dessin? Vous êtes sûr? Vous metteriez votre vie sur le sujet? Oui, vous avez raison. Pourquoi? Ouais. Parce qu'effectivement, elle a le même sens que θ. En tout cas, il désigne le sens dans lequel se déplacerait m si θ augmente. D'accord? Donc quand θ augmente, elle va par là, manifestement. Ça a l'air cool. C'est tranquille. Si vous en avez besoin, ceci vous raconte que vous avez un vecteur EZ qui est vers vous, puisque c'est ER, vecteur L de θ, ça tourne dans le bon sens. θ tourne dans le sens trigo, il n'y a pas de souci, on est content. Voilà. Oui. Les vecteurs peuvent être translatés dans tous les sens, donc on s'en fout. On place où on veut. Là, comme ça ne m'intéresse pas aujourd'hui, je le mets là, je le cache un peu dans un coin, mais vous pouvez mettre où vous voulez. Même ER et Eθ, hein. C'est juste que là, ils sont plus faciles à placer dans cette histoire-là. On est d'accord là-dessus? Le mouvement circulaire, à partir de ce moment-là, ça va être extrêmement simple. Ça va être comment est-ce que, de manière très générale, donc, il faut faire très attention entre les deux paragraphes, celui que je viens de finir et celui que je suis en train de faire, il y a une petite différence d'approche. Il y en a un qui vous contraint l'accélération, et donc on va chercher des informations sur la trajectoire. Celui-là, on vous contraint la trajectoire, et on va chercher des informations sur comment s'écrit la vitesse et l'accélération. D'accord? On n'a pas la même contrainte initialement. Donc ici, en fait, ce qu'on va chercher à faire uniquement, c'est d'avoir un formulaire que vous allez pouvoir balancer directement quand vous avez un mouvement circulaire pour avoir des expressions simplifiées du vecteur position, du vecteur vitesse et du vecteur accélération et de l'énergie cinétique, enfin en tout cas de VK. C'est ça l'idée. Alors, pour moi, il faut les connaître par cœur, même s'ils se retrouvent extrêmement facilement. Parce que les mouvements circulaires, vous allez croiser ça tellement souvent que globalement, vous allez les bouffer. En particulier, un truc. Donc on est parti, on va les faire tout simplement, et on va commencer dans l'ordre. On va commencer par le vecteur OM. Celui-là sert quasiment à rien, mais il faut quand même l'écrire. Ça mange pas de pain, que vaut OM? ER quand même, ça serait pas mal. Il vaut grand R ER. Et je veux voir un grand R, pas un petit r, d'accord? C'est une constante, d'accord? Donc grosso modo, vous avez le vecteur constant. Ok? Bien entendu, pas de composante selon EZ, puisque vous avez choisi littéralement que le centre du cercle, enfin l'origine du repère appartienne au cercle, et donc tout le cercle se retrouve dans le plan X ou Y. Oui? Est-ce que le vecteur ressemble à ER? Oui. Comment F? Non, là c'est grave. C'est grave parce que petit r bouge en fait. La coordonnée, ça s'appelle petit r, hein, d'accord? Toujours. Elle vaut grand R, mais c'est pas le même concept en fait, d'accord? C'est la différence entre une coordonnée qui vaut petit r, qui est une notation stricte, et le fait qu'elle ait une expression en fonction du problème, qui est en l'occurrence une constante. Donc non, c'est petit r, il n'y aura pas de conversation. Voilà. Oui. Pourquoi quand on a fait les coordonnées polaires, Oui. on avait mis petit r pour la norme de OM? Bah parce que c'était petit r en général. Ah mais là je tombais grand. Bah non, mais c'est un cercle là. Dans les coordonnées polaires, c'était pas un cercle. Ah oui. D'accord? Et voilà. Alors, je vais essayer de mettre le truc qui va peut-être éclairer le débat. D'accord? Alors, je vais même le faire mieux, si vous voulez. Voilà. Ça allège un peu les choses. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a une notation Eθ, ER, R, ce sera toujours les mêmes? Oui, à peu de choses près. Au glissement phi, rho phi, voilà, tu peux avoir toutes les permutations possibles dans ces histoires-là, mais Rθ, c'est quand même un peu le truc de base, quoi, globalement. Et le grand R Oh non, parfois ça s'appelle A, quoi. Mais en mécanique, peu, parce que là, c'est l'accélération. Donc c'est obligé d'appeler l'accélération gamma, ça arrive. Bon, en général, on prend grand R, quoi. Voilà. Mais ça peut être B, ça peut être deux trucs, mais voilà. Donc voilà le premier. OM, c'est grand R, ER. Et deuxième, qui est la donnée de petit r en fonction de grand R. Oui. Nous on a dit grand R, parce que si on est dans un repère polaire, Oui. en fait le petit terme il peut varier. Oui, Ah, tout à fait. Mais c'est d'ailleurs ça qui va se passer après. Parce que maintenant qu'on a pigé ça, alors je peux vraiment insister sur le sujet. Hein. Ouais, je peux l'écrire encore mieux, c'est une constante, d'accord? Enfin voilà, je peux enfoncer les clous jusqu'à ce que mort s'en suive, ça ne me dérange pas. Voilà, on a quand même une civilisation fondée sur le fait qu'on enfonce des clous dans les gens, donc a priori, pourquoi pas. Là où ça va changer, c'est la vitesse.
La vitesse, pour vous, c'est quoi en polaire? On la connaît par cœur. Bah, visiblement pas on. Moi, si, manifestement, et pas vous. Vitesse en polaire. Il manque des vecteurs. ER.ER plus Rθ point θ. Sans problème majeur, il n'y a pas de Z puisqu'on est en polaire. Mais là, comment ça va se simplifier? Oui. Comment ça se simplifie là? Ouais, c'est ok. Alors, R est nul ou R point? R point est nul, d'accord? R point est nul puisque comme petit a est une constante, sa dérivée par rapport au temps est nulle. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, en fait, votre vitesse se réduit à quelque chose de beaucoup plus simple, qui est en fait que votre vitesse s'écrit tout simplement grand R, facteur de θ point multiplié par Eθ. Voilà l'idée. Donc, conséquence, V est purement orthoradial. Donc, dans une trajectoire circulaire, votre vitesse est toujours tangente au cercle, d'accord? Ce qui est normal, la vitesse est toujours tangente à la trajectoire. Et V carré, ça vaut quoi? Quoi qu'il arrive, vous voyez que vous allez avoir une expression hyper simple. Allez-y, hein, c'est pas compliqué. Hein. Ça vaut R carré, θ point carré. Donc méfiez-vous, le module ne vaut pas forcément Rθ point, puisque ça va dépendre du signe de θ point. Θ point peut changer de signe, par exemple, hein, si vous avez un truc à terme comme ça. Par contre, le carré de V, c'est R carré, θ point carré, sans aucune forme de problème. Voilà. Dernière chose qu'on va écrire, c'est bien entendu l'accélération. L'accélération qu'on connaît par cœur, en coordonnées polaires. Et arrêtez de vous reposer sur un Kenneth qui n'est pas votre porte-parole en système de coordonnées jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Donc un peu les autres, quoi. Vas-y. Je suis pas sûr à 100%. Ouais. R point point. Moins. Ouais. Le θ point carré. Il y avait un R dans le tas, non ou pas? R point point moins Rθ point carré. Fois ER. Ouais. Plus 2 R point θ point. Ouais. Plus R. Non. C'est R. Forcément une longueur. Donc, Ok, bah R θ point. voilà. En gros, c'est les 4 façons de faire un temps sur, une longueur sur un temps au carré. Vous voyez que les 4 termes font une longueur divisée par un temps au carré. De 4 façons différentes, la seule chose à retenir, c'est le 2 qui a devant l'air point θ point, qui est là juste pour vous faire chier. Alors pareil, on va la simplifier ici. Vu que vous avez R point point moins Rθ point carré, est-ce qu'il y a des choses qui dégagent? Effectivement, tout ce qui est R point et R point point désigne, puisque R est une constante. Donc là, vous allez vous retrouver avec un truc beaucoup plus simple. La première, c'est le terme en grand R θ point carré fois ER. Vous n'avez plus qu'un seul terme ici. D'accord? Plus le terme qui reste du côté orthoradial, qui est tout simplement grand R θ point point Eθ. D'accord? Alors, ça, c'est l'expression de A, et en fait, ça vous donne un truc extrêmement important, parce qu'en fait, on va pouvoir retrouver des formules qu'on va utiliser tout le temps. Donc, un indice R, ça vaut quoi? Donc déjà, par définition, un indice R, c'est A scalaire ER, d'accord? Donc, l'accélération radiale, d'accord? Ça vaut donc moins R θ point carré. Mais vous imaginez bien que je ne fais pas une ligne juste pour recopier la même chose. Parce qu'en fait, θ point carré, vous l'avez ici. Et θ point carré, c'est V carré sur R carré. Et donc en fait, vous retrouvez une formule que vous connaissez déjà parce que c'est quasiment la même que celle en Freinet. D'accord? Qui est tout simplement moins V carré sur grand R. Pourquoi il y a un moins? Alors que dans Freinet, il n'y a pas de moins, si vous vous souvenez. Vous avez le droit de cogiter. On est d'accord que dans Freinet, l'accélération normale, c'est V carré sur R. Là, ici, c'est moins V carré sur R. Pourquoi il y a un moins ici? Parce que ER est comme ça, alors que dans Freinet, ER est vers le... Exact, parce que dans les coordonnées polaires, essentiellement, ER est vers l'extérieur du cercle, alors qu'en Freinet, N est vers l'intérieur. En fait, il s'avère que dans un mouvement circulaire, EN
c'est égal à moins ER. Tout le temps. ET, c'est compliqué, ça dépend dans quel sens vous parcourez le bousin, mais voilà. Et vous en avez une autre que moi j'aime bien, mais en fait, si vous avez appris Freinet, vous allez la retrouver. En fait, Rθ seconde, c'est tout simplement la dérivée de ça. C'est la dérivée de Vθ. Donc c'est la dérivée de Vθ par rapport au temps. Vθ, c'est Rθ point, vous dérivez ça, ça fait Rθ seconde. Il n'y a pas de problème, d'accord? D'accord? Ceci porte un nom, s'appelle l'accélération centripète. D'accord? C'est le terme centripète. Celui-là. Qui est le contraire de centrifuge. Centrifuge, c'est vers l'extérieur. Centripète, c'est vers l'intérieur. Voilà. En gros, c'est la raison pour laquelle vous ressentez une force centrifuge quand vous voulez aller vers l'extérieur. Globalement, quand vous êtes sur une trajectoire circulaire et que vous voulez vous y maintenir, comme tout concourt à vous foutre dehors parce que vous voulez aller en ligne droite, vous avez l'impression que quelque chose vous pousse vers l'extérieur, ou en tout cas qu'on est obligé de vous retenir vers l'intérieur. C'est ça, hein, dans une voiture, quand vous tournez, il n'y a rien qui vous pousse vers l'extérieur, mais comme vous êtes collé sur la paroi, vous avez l'impression que quelque chose vous pousse. C'est pas du tout ça, c'est la paroi qui vous pousse vers l'intérieur pour vous empêcher de partir en ligne droite. Parce que si vous n'avez pas de force par là, vous allez tout droit. Et donc, vous ne faites pas un mouvement circulaire. Oui. Parce que ça fuit le centre. Si c'est une question d'étymologie, je... Non, mais parce que le principe, c'est la chose suivante. La force centrifuge, ça n'existe pas. C'est pas une vraie force. Vous n'avez pas des petits hamsters invisibles qui vous poussent. D'accord? La force centrifuge, c'est une façon de formaliser le fait que quand toi, dans un référentiel qui tourne, tu as l'impression que quelque chose va te foutre dehors. D'accord? C'est ça l'idée. Et en fait, c'est tout simplement parce que toi, tu ne subis pas l'accélération centripète. Ou que si tu veux te maintenir dans ce référentiel, tu dois subir l'accélération centripète. D'accord? Qui le fait pour toi, globalement. Donc c'est le même terme. Ça, c'est le terme d'accélération standard. Vous augmentez la vitesse. D'accord? Vitesse angulaire dans cette histoire. On est d'accord là-dessus? Voilà. Alors, en termes de vocabulaire, dans le cas d'un mouvement circulaire, θ point porte un nom, ça s'appelle la vitesse angulaire. Sinon, on n'appelle pas ça comme ça. Mais θ point, on appelle ça la vitesse angulaire. D'accord? Petite remarque, ici, θ point s'appelle vitesse angulaire. Donc c'est vraiment dans le cas circulaire que θ point porte ce nom particulier de vitesse angulaire. Oui. On ne l'utilise pas trop celui-là, mais on pourrait. Il n'y a pas de raison. On appelle ça la dérivée de la vitesse angulaire. C'est moins, voilà, c'est moins nouveau, quoi. On est d'accord là-dessus? Voilà. Alors maintenant, on va passer au sous-cas particulier du mouvement circulaire, qui est le cas du mouvement circulaire uniforme. D'accord? Cas particulier. Mouvement circulaire uniforme. Alors, il n'y a pas grand-chose à raconter, je vais garder le dessin si ça ne vous embête pas. Surtout pour raisonner, vous n'êtes pas obligé de le refaire, hein, c'est juste pour qu'on comprenne un peu les choses. Si votre mouvement est circulaire uniforme, est-ce que déjà tout le monde est convaincu que donc vous tournez toujours dans le même sens? D'accord? Tout simplement parce que si jamais vous voulez changer de sens, il va falloir à un moment donné que vous changiez la norme de la vitesse, et ça ne va pas être possible. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important. Dans ce cas, on tourne toujours dans le même sens. Et donc, vous voyez que, vous êtes d'accord que j'aurais pu choisir deux trucs en fait dans cette histoire. J'aurais pu choisir EZ par là ou EZ dans l'autre sens. On est d'accord? Et ça, c'est un choix normal parce que vous avez un mouvement plan. Et donc, on choisit toujours θ point positif. Histoire de ne pas se faire chier avec des signes dans tous les sens. D'accord? On choisit alors
oriente plus exactement. On oriente θ tel que θ point soit positif à tout instant. Ça, c'est donc un choix supplémentaire que vous n'avez absolument pas intérêt à faire ou pas d'intérêt particulier à faire pour un mouvement qui n'est pas uniforme, parce que ça peut osciller, ça, on s'en fout un peu. Par contre, quand vous avez un mouvement circulaire uniforme, θ point va être de signe constant, même de norme constante d'ailleurs, et donc vous choisissez de faire un truc comme ça. Oui. Dans le cours, c'est écrit un mouvement est uniforme, c'est seulement si le nombre de vitesse c'est 200. Oui. Et du coup, on peut pas faire demi-tour directement en gardant la même norme. Bah, si non, tu peux pas. La vitesse est une fonction continue de l'espace. Ah, du coup, voilà, ça va forcément s'annuler. Voilà, c'est ça. Tu peux pas faire changer de signe une fonction continue sans la faire passer par 0 à un moment donné, quoi. Ouais. Donc ça, c'est les théorèmes du fait que la position et la vitesse sont des fonctions continues de l'espace. Donc, c'est cuit. Alors ici, en fait, ça va se simplifier. Il y a énormément de choses qui vont se simplifier encore plus. Enfin, en tout cas, il y a des relations qui vont se rajouter. Donc, on a, comme Samy l'a très justement rappelé, que le module de la vitesse est constante, d'accord? Et donc, θ point, donc ça c'est le premier truc, θ point est une constante, d'accord? Puisque V c'est Rθ point en norme, d'accord? Donc, θ point est égal à V sur grand R est égal à une constante. Tout simplement parce que quand vous allez passer au module l'expression de la vitesse, vous n'allez pas avoir de valeur absolue puisque l'intégralité des choses sont positives. D'accord? Voilà. Donc vous avez un mouvement à vitesse angulaire constante si vous avez un mouvement circulaire uniforme. Jusque-là, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose d'incroyable. D'accord? Donc, la conséquence de ça, c'est que θ point point est nul. Alors, pardon, il y a du vocabulaire avant. Je vais y arriver. Dans ce cas-là, θ point s'appelle la pulsation. Il est noté oméga. D'accord? On est d'accord? Tout simplement parce que la pulsation, c'est le nombre de radians que vous faites par seconde, et θ point, c'est littéralement ça. C'est des radians par seconde. D'accord? Oui. Exactement. Et avant, on ne l'appelle même pas du tout. Voilà. On peut aussi l'appeler vitesse angulaire. Alors, en fait, en général, on ne parle pas trop de pulsation dans cette histoire-là, mais en fait, ce qui m'intéresse vachement plus, c'est surtout qu'en fait, ça vous montre, comme votre mouvement il est circulaire uniforme, que ce mouvement, il est périodique. Et comme il est périodique, la période, c'est pas très compliqué, c'est tout simplement l'inverse, enfin 2π sur oméga. Voilà. Le mouvement est alors périodique. Le mouvement est périodique avec, et vous avez deux façons de l'évaluer, t équivaut 2π sur θ point, si vous voulez le faire en mécanique, et vous aurez pu le faire autrement. Je vais faire un truc magique. Je vais multiplier numérateur et dénominateur par R. Vous êtes prêts et prêts? Je vais donc avoir en haut 2π grand R. Et Rθ point, c'est quoi? C'est V. Ce qui est la caractéristique d'un mouvement uniforme. Le temps que vous faites à faire quelque chose, c'est la distance à parcourir divisée par la vitesse. Or, pour faire un tour complet, vous devez parcourir 2πr, qui est la circonférence du cercle, divisé par la vitesse qui est uniforme, sans aucune forme de problème. Bon, c'est pas magique, ça marche comme ça quand même. Ouais. On peut dire V, et pareil pour θ point, parce qu'on a θ positif, point positif, Oui, oui, c'est à cause de ça qu'on passe aux normes sans aucune forme de pitié. On est d'accord? Et bien sûr, la fréquence qui vaut 1 sur la période. Comme d'habitude, c'est les mêmes. C'est pas vraiment magique. Je vous rappelle que si vous projetez les coordonnées polaires en coordonnées cartésiennes, vous avez x qui vaut r cosinus θ et y qui vaut r sinus θ. Comme θ vaut oméga t, vous avez un r cos oméga t et un r sin oméga t. On va revenir là-dessus dans pas longtemps. Voilà. Donc j'efface ça.
On va donc partir de la vitesse pour aller dans les deux directions. On a alors que θ est égal à oméga t. Et deuxième truc important, que x égale r cos oméga t et y égale r sin oméga t, ça s'appelle l'équation paramétrique du cercle. Oui. C'est θ qui vaut oméga t, parce que θ point vaut oméga. Et donc si je primitive ça, parce que c'est une constante, j'ai aucun problème. Ça s'appelle l'équation paramétrique du cercle. C'est extrêmement important que vous la reconnaissiez par cœur, parce que si vous tombez sur un x qui est comme ça, un y qui est comme ça, vous savez que vous avez un cercle. Oui. On n'a pas de constante qui se rajoute au négatif. On peut, s'il n'y a que ça pour se faire plaisir. Tu veux que j'en mette une? Pas de problème. Plus θ0, et on va mettre un plus θ0 ici, et un θ0 ici, j'ai aucun problème avec ça. En général, on prend θ0 égale 0, mais si vous voulez rajouter un θ0, ça ne me pose pas de problème. Donc si vous avez un x en cos et un y en sin avec la même amplitude, vous avez un cercle. Si ce n'est pas la même amplitude, vous avez quoi? Une ellipse. Tout à fait. Voilà. Oui. Le θ0. Rien. Le θ0. Rien. Strictement rien. Non, c'est l'origine de θ en fait. C'est juste, est-ce que tu mets θ égale quelle valeur de θ tu as au départ? C'est tu choisis l'origine des temps, quoi. Voilà. Oui. Les deux θ0 sont forcément les mêmes. Oui, parce que c'est le même θ ici. Alors, de là à dire que quand même, ça devrait vous rappeler fortement les signaux sinusoïdaux ou la partie réelle et la partie imaginaire des complexes, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement, parce que tout ceci tourne quand même autour du même pot. D'accord? Et la dernière chose que je vais faire, là je suis donc remonté de θ point jusqu'à la position, enfin jusqu'aux coordonnées spatiales, donc θ, x et y. Et là en fait je vais descendre dans l'autre sens. Donc ça c'est le premier truc. Et le deuxième truc c'est que vaut l'accélération dans ce cas-là? Vous aviez tout à l'heure que l'accélération c'était moins v carré sur r, ER, plus r θ point point e θ. Or ici, θ point point vaut 0, puisque θ point est une constante, et donc l'accélération se réduit à moins v carré sur grand R, ER, d'accord? Ou si vous avez envie, à moins R oméga carré, ER, si vous voulez la remettre en fonction de la pulsation. D'accord? Oui. Ça dépend ce que tu entends par l'accélération. La norme du vecteur accélération est effectivement constante, sans aucune forme de problème. Le vecteur accélération, quant à lui, n'est pas du tout constant, parce que ER bouge. Donc, théorème de façon lettrée, dans un mouvement circulaire uniforme, l'accélération est purement radiale. Voilà. Petite remarque, si vous êtes déjà tombé sur des débiles de platistes qui vous expliquent qu'on ne comprend pas pourquoi, alors que la Terre tourne vite, on n'est pas expulsé vers l'extérieur, bah, c'est pas extrêmement compliqué, en fait, parce que certes, c'est le carré de la vitesse, mais c'est un peu divisé par le rayon. Ou encore mieux, l'ingrédient principal, c'est oméga. Or, oméga, pour la Terre, c'est une rotation sur soi-même en 24 heures. Essayez, c'est long. C'est très long de tourner sur soi-même en 24 heures. D'accord? Faites un tour, là, en 24 heures. Vous avez la force centrifuge, ça va bien se passer. D'accord? Voilà. Oui. On parle de l'accélération. Oui, mais c'est ça la force centrifuge. Parle de ça, en fait. Et la vitesse de la Terre est pas constante. Si, la norme de la vitesse, tout à fait. Certes, elle est grande, mais le rayon est aussi grand. Pas de problème. C'est ce qu'on pense. Si tu mets 40 000 divisé par 24 heures là, et c'est ça l'ambiance, et 6400 km ici. Et la gravitation, elle bouge pas tout.
C'est peanuts, enfin c'est le contraire. Ça, c'est peanuts par rapport à la gravitation. C'est à peu près en dessous c'est de l'ordre de quelques pourcents de la gravitation. Bon. Mais là, on fait que de la description physique, d'accord? La gravitation te colle par terre. Voilà, c'est ça l'idée. On est d'accord là-dessus? J'ai terminé pour les mouvements particuliers. À partir de la semaine prochaine, on commencera les actions mécaniques. Lisez votre mail de demain, vous aurez des instructions détaillées et précises qui ne s'autodétruiront pas pendant le week-end.